André Breton, 1896-1966. Seconde partie, André Breton, rêveur définitif. Chapitre 2. Où Jean Schuster, Alain Jouffroy, Julien Gracq, Yves Bonnefoy, Philippe Solers, José Pierre, Gérard Legrand se rendent rue Fontaine au domicile d'André Breton. Où Michel Deguy aperçoit André Breton place du Palais Royal parmi les taxis. Où celui qui refuse d'aller aux réunions du groupe surréaliste au café La Promenade de Vénus regarde aujourd'hui des photographies de l'auteur de Martinique charmeuse de serpents, Michel Butor. Enfin, ça, c'est une photographie bien connue déjà, très belle, où on voit Breton au milieu d'un certain nombre de ses trésors. Il ressemble à l'homme que vous avez connu. Oh, tout à fait, parce que c'est à cette époque-là que je l'ai connu. Donc, ce sont ces rides, ses cheveux qui blanchissaient, ses rides et cette espèce d'attention extraordinaire dans le regard. Voilà Élissa et les livres. Oh, le voici avec Julien Gracq. Et là, il a la pipe à la bouche, les bras croisés, et il a l'air tout à fait surpris de quelque chose que Gracq lui dit. Il n'a pas l'air d'accord du tout. Et le voilà avec au milieu du groupe. Alors je reconnais Mandiargue. Et puis, ça, c'est la promenade. Oui. C'est un cercle à Popie, là Oui, ou... Oui. J'imagine, oui. Et c'est la méditation. La méditation solitaire et le choix des cailloux. La recherche des cailloux. Et ici, il est chez lui en fumant sa pipe et il est devant une œuvre d'Aloïse, cette malade mentale qui était à l'hôpital de Lausanne. Eh bien, c'est un très beau livre. Bravo, Grand Miroir. Sur la couverture, il y a une petite photographie qui est imprimée en rouge et qui est reprise à l'intérieur. Et c'est, j'imagine, la vitre d'un café dans laquelle on voit se refléter les lumières et les brumes d'une rue ou d'un boulevard parisien, avec les lettres Grand Miroir qui sont inscrites dessus. Eh oui. Il y aurait une histoire de Paris ou plus exactement une histoire géographique de Paris à suivre les traces du mouvement surréaliste, du groupe surréaliste dans les différents cafés de Paris. Jean Schuster. Alors, des origines, enfin, où ça se passait au bar Certa, square de l'Opéra. Ensuite, il y a eu, alors, comme Breton habitait, comme chacun sait, rue Fontaine, près de la Place Blanche. Alors, avant-guerre, c'était longtemps au Cyrano, un café qui a aujourd'hui disparu, sur la Place Blanche même. Et quand je suis entré dans le mouvement surréaliste, en 1947, alors il y avait tous les jours café Place Blanche, sauf 2 fois par semaine aux Deux Magots. Voilà. Et puis alors après, ça a changé. On a fait des tas de cafés. Enfin, on pourrait circuler à travers Paris. Évidemment, on ne faisait jamais café. Il était très rigoureux sur le choix des cafés. À l'époque, c'était facile parce que c'est pas comme aujourd'hui où presque tous les bistrots, vous ne pouvez plus installer un groupe. Alors, il y a une chose qui est très caractéristique de son esprit que je voudrais vous dire, c'est que quand on quittait un café pour une raison ou pour une autre, n'est-ce pas, que ça ne convenait pas, et qu'il fallait en choisir un autre. Évidemment, il y avait le quartier, mais alors il y avait une chose qu'il détestait. Je me souviens qu'une fois, quelqu'un était très content d'avoir trouvé un café qui se trouvait vers la rue Vivienne, et c'était une salle au premier étage. Alors, il a détesté ça, parce qu'il voulait qu'on soit tranquille pour parler, mais il voulait aussi que la vie passe. Il adorait, il se mettait toujours
à chaque fois que c'était possible, il se mettait non pas sur la banquette, mais sur une chaise, en face d'une glace, de manière à voir les gens qui arrivaient aussi et à voir la vie circuler. Il aimait beaucoup quand on allait par exemple du côté des Halles ou du côté de Pigalle, voir les gens un peu louches qui étaient là, les couples d'amoureux. Tout ça, ça faisait partie de sa vie. Enfin, et c'est vrai qu'on faisait des revues, on organisait des expositions, mais la plupart du temps, c'est de la vie qui circulait. C'était l'atmosphère d'ensemble du groupe qui ne me paraissait pas correspondre aux besoins de la poésie dans le moment nouveau. Vous étiez très jeune à l'époque, Yves Bonnefoy. J'avais 23 ans en 1946. Est-ce qu'à 23 ans, qu'on était comme ça à côté d'André Breton, est-ce que vous n'avez pas ressenti, je ne veux pas parler à votre place, mais est-ce que vous n'avez pas ressenti justement dans cette différence de génération une difficulté à être justement à ce groupe qui était finalement créé presque, où il n'y avait finalement que des gens à peu près de votre âge, non? Oui, bien malheureusement. Bien malheureusement pour moi. Et peut-être aussi pour Breton lui-même, non pas dans sa relation personnelle avec moi-même, mais dans sa relation à tous les autres. Pour ma part, j'étais timide, c'est-à-dire orgueilleux ou le contraire, et dans ces conditions, le rapport était en un sens mal lésé. Je n'avais pas cette sorte de franc-parler qui permet les véritables échanges, si bien que dans mes relations avec Breton, il y a eu certainement beaucoup trop de réserves. Et le jour où j'ai refusé de signer ce manifeste, il s'intitulait Rupture inaugurale, cela se passait dans une des réunions du café de la place Blanche. Le jour où donc j'ai refusé de signer ce manifeste, je me suis senti donc désormais en dehors du groupe surréaliste, mais j'ai eu bien tort de penser que cela signifiait que les relations personnelles avec Breton devaient cesser et pour autant. En fait, Breton n'avait pas nécessairement grand souci de moi ou de quelqu'un de mon âge parmi les autres. Tout de même, si le grand intérêt que j'avais pour sa pensée avait été signifié d'une autre manière, il est vraisemblable que des rapports d'un type nouveau auraient pu s'établir et à la longue, avec le passage des années, eh bien, en tout cas pour ma part, j'en aurais bénéficié. Et si cela avait pu être le cas de quelques autres aussi, Breton eût échappé dans une certaine mesure à un enfermement, à une sorte de solitude renouvelée qui fut tout de même sur son destin. De Breton lui-même, je n'avais donc plus guère l'occasion de faire la rencontre, sinon dans un autobus que nous partagions, mais cela se réduisait à quelques propos sur le temps qu'il faisait et ce jour-là. Alain Jouffroy, si j'en crois le livre d'Henri Pastoureau, Ma vie surréaliste, vous auriez, avec l'ensemble des surréalistes d'alors, voté l'exclusion du peintre Matta du groupe surréaliste en octobre 1948 et en novembre, le 8 novembre 1948 de la même année, donc, vous auriez été exclu vous-même, selon ces termes, par décision prise à Paris le 8 novembre 1948. Bronner est exclu du groupe surréaliste pour travail fractionnel. Alexandrian, Bouvet, Jouffroy, Rodansky et Tarnot sont exclus comme membres de la fraction constituée par Bronner. D'abord ayant accepté d'exclure Matta, parce que je suis arrivé en retard à cette séance où on l'a exclu.
et que, voyant le groupe tout entier réuni, 50 personnes alors, au premier étage de la Place Blanche, du café de la Place Blanche, j'ai été impressionné par l'atmosphère procédurière, judiciaire, théâtrale qui y régnait. Je me suis donc approché de Breton, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe-t-il, André ?» Il me dit « Nous venons de prononcer l'exclusion de Mata. » J'ai dit « Pour quelle raison ?» Il m'a dit « C'est dommage que vous n'ayez pas été présent dès le début de la séance. Faites-moi confiance. Voici le papier, signez-le. » Je lui ai dit « Je vous fais confiance, mais je voudrais vous demander des explications ensuite. » Donc j'ai signé sous la menace d'une perte de confiance. C'est-à-dire qu'il fallait faire acte d'allégeance, n'est-ce pas? Quand j'ai appris la vérité, c'est par Victor Bronner, dans son atelier, le soir même, sur les raisons qui avaient poussé André Breton à demander l'exclusion de Mata, pour disqualification intellectuelle et ignominie morale, ce sont les termes de l'exclusion de Mata que vous n'avez pas cités, j'ai été profondément bouleversé d'apprendre qu'il avait été dénoncé par un architecte qui s'appelle Kistler, qui habitait New York et qui était jaloux de Mata et de sa réputation. Et dans cette lettre écrite par Kistler de New York à Breton, Kistler disait que Mata était responsable du suicide d'Archil Gorky parce qu'il avait volé sa femme alors qu'il était malade et que son atelier avait brûlé dans un incendie qui avait détruit une partie de son œuvre. Donc, Breton a cru cette lettre, s'est basé sur cette lettre pour justifier l'exclusion. Donc, j'ai souffert beaucoup de cette exclusion de Mata. Et quand ensuite, peu de temps après, en effet, quelques jours après, Breton a envoyé une lettre à Victor Bronner pour le sommer de venir s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il faisait des réunions chez lui en dehors du groupe, nous avons décidé, Alexandrian, Bouvet, Carnot et moi, de demander à Victor Bronner de rester chez lui et de ne pas obéir à l'injonction de Breton. Et nous lui avons proposé d'aller le défendre à sa place. Et c'est ce que nous avons fait. Mais cette défense de Victor Bronner et des raisons pour lesquelles il refusait de signer l'exclusion de Mata, nous les avons fait nôtres. C'est-à-dire que j'ai demandé qu'on raye ma signature de l'exclusion de Mata, ce qui n'a pas été fait. Malgré tout cela, je me suis réconcilié avec Breton quelques années plus tard, puisque je me suis réconcilié 2 fois et que nous sommes morts, les meilleurs amis du monde. Nous sommes morts. Quel lapsus. J'ai peu vu Breton finalement, mais à chaque fois, il m'a paru marqué par une tristesse associable à un sentiment de solitude. Il semble toutefois, Yves Bonnefoy, que Breton n'était requis dans sa vie que par la présence, que ce soit la présence des autres, la présence au monde, la présence des objets. Vous semblez dire... Oui, ce n'est pas contradictoire. Il avait ce désir, mais quelque chose en lui l'empêchait d'aller jusqu'au bout de ce besoin de l'autre. Cela se marque, me semble-t-il, dans l'abondance des ruptures qui ont marqué son existence. On parle souvent du caractère autoritaire de Breton, de son attitude dictatoriale au sein du groupe. On a bien souvent employé la très fâcheuse expression de pape du surréalisme, mais je crois que cela ne correspond absolument pas à ce qu'il fut. Les ruptures, comme il les vivait, n'étaient que le revers d'un grand désir de partage et d'adhésion à la présence des autres êtres. C'étaient des ruptures passionnelles par lesquelles l'impossibilité d'un rapport intime s'exprimait, non pas
l'attitude que prend de haut quelqu'un qui détient une vérité théorique et qui administre ses troupes. Dans le premier mouvement, je crois qu'il y a des gens qui pratiquement n'écoutaient pas de musique, même s'ils en avaient envie, parce que ça ne se faisait pas, ou ne lisaient pas de romans. Ils ne lisaient pas Dostoïevski, parce que Dostoïevski était exclu. Oui. Julien Gracq. Oui, il faut une certaine force de suggestion pour obtenir ça d'un groupe. Il y a un point aussi que je n'acceptais pas très bien, qui était cette discipline du groupe, qui s'accompagnait quelquefois d'un peu de terrorisme, il faut bien le dire. Après coup, c'est un élément qui paraît un peu, factice, qui n'est pas le plus attirant, si vous voulez, dans le groupe. Une espèce de terrorisme, mon Dieu, qui n'allait pas très loin, mais qui tout de même, étant donné ce qui s'est développé par la suite, aurait pu prendre un caractère, s'était développé un caractère moins sympathique. En réalité, je crois que après coup, on se rend compte que cette discipline, tout de même, que Breton faisait régner, ces exclusives, ça représentait probablement quelque chose de nécessaire pour la cohésion du mouvement. Je ne participais pas aux réunions de groupe, je voyais André Breton seul, avec Elissa. Nous déjeunions, de temps en temps, je ne le voyais pas très très souvent, mais pratiquement pas dans le groupe. La seule occasion où ça se trouvait, c'était lorsqu'il prévoyait une photographie de groupe, souvent. Alors là, il aimait beaucoup les pneumatiques. Et quelquefois, il me convoquait par un pneumatique, je m'y rendais. Il m'est arrivé de collaborer à des publications collectives, à l'occasion d'expositions, 2 ou 3 fois. Mais je n'assistais pas aux réunions du groupe. D'ailleurs, il ne m'en faisait pas grief parce que je n'étais pas adhérent. Ce qui, peut-être, alors, pour moi, m'était plus étranger, mais ça, c'était probablement inévitable, et ça tient à l'époque, c'était l'obsession de la politique, de la situation par rapport à la politique révolutionnaire. C'était inévitable. Tout le monde, à cette époque, s'est situé comme ça. Mais il est possible, après le recul, c'est tout à fait inutile d'épiloguer là-dessus, mais il est possible que le surréalisme ait dilapidé une partie de son énergie, qui était énorme, un peu inutilement dans ces controverses politiques. Jean Schuster. Il n'y a rien dans sa démarche qui n'ait été constamment tendu vers l'activité collective. Et par exemple, on m'a récemment communiqué une lettre qu'il écrivait à Maurice Fauré le 8 novembre 1949. Et je me permets de vous en lire un court extrait, le début. « Très cher Monsieur Fauré, je me reproche et m'afflige grandement de vous avoir laissé quitter Paris sans vous voir, alors que vous aviez la grande bonté d'insister. La vérité est que je traversais une période de dépression, comme je ne m'en connais que trop, et qu'en pareil cas, je n'aspire qu'à me cacher. La grande sérénité qui est la vôtre doit avoir peine à imaginer cela et se le justifier un tant soit peu. Il me semble que cela tient pour moi à l'effort ininterrompu que je mène pour préserver une forme d'action collective quand les uns et les autres ne demandent qu'à fuir dans toutes les directions. Mais c'est plus fort que moi. » Alors voyez-vous, ces lignes qui sont écrites en privé à quelqu'un qui, par définition, n'a jamais participé à l'activité collective, qui était un écrivain solitaire et magnifique d'ailleurs, rendent compte, mieux que toutes les explications théoriques, que l'activité collective, l'action collective, le mouvement surréaliste qui l'impulsait, dont il a été le fondateur, on peut bien le dire, je ne vais pas dire un des fondateurs, je dirais le fondateur, n'est-ce pas, rend compte parfaitement de l'absurdité, de l'impossibilité de dissocier André Breton et le surréalisme.
on avait décidé que le surréalisme se terminait avec son âge de raison, avec la césure de la guerre. Ce qui pouvait se passer après n'était pas considéré par les historiens littéraires, Spécialiste déjà. par les spécialistes, et par les littérateurs qui tenaient frénétiquement à entrer dans l'histoire, avec un H majuscule. Il était convenu que le surréalisme, en quelque sorte, n'existait plus. Bon. Et quand j'ai dit que l'histoire du surréalisme allait se poursuivre, c'est parce qu'il y a eu, en effet, dans ces années que j'ai connues, une série d'infléchissements, de modifications de préoccupations à l'intérieur du groupe, dans la mesure où il se renouvelait. Je vous parlais d'une communauté nombreuse. Elle était, si j'ai bien compris, encore plus nombreuse quelques semaines avant que je ne la rencontre, n'est-ce pas, ou quelques mois, parce qu'il y avait eu des tracts, ce genre d'événements manifestes, n'est-ce pas, que Breton faisait signer à un grand nombre de gens qu'on voyait venir et puis qui ensuite redisparaissaient. C'est ce qui est arrivé avec le tract à la niche et Glapisseur de Dieu. Mais il y a eu une histoire du surréalisme après la guerre. Il semble que dans ces années 50, Gérard Legrand, la rencontre avec un éditeur, Éric Losfeld, fut d'un soutien rare pour le groupe surréaliste et André Breton, de la part de celui que vous qualifierez dans votre ouvrage, mais je précise dans un sens positif, d'aventurier de l'édition. Oui. On peut dire que les soutiens étaient comptés, enfin, éditoriaux. Les soutiens étaient à peu près inexistants, en ce sens qu'ils n'étaient jamais durables. Les relais d'édition, par conséquent, étaient à peu près inexistants au départ, et nous nous sommes un jour trouvés en face de quelqu'un qui est arrivé en disant, divine surprise, je veux vous éditer. C'était vraiment tout à fait étonnant. C'est agréable. C'était très agréable, bon. Et ça, évidemment, ça, je ne dis pas que ça ait produit une marée d'œuvres surréalistes importantes, parce que ce que Losfeld ne nous cachait pas d'ailleurs, c'est qu'il voulait nous éditer, mais qu'il n'avait pas d'argent. Alors, la production, enfin, oui, disons la production, c'est le mot. C'est là où c'est un aventurier de l'édition. La production littéraire ne pouvait pas être extrêmement, quantitativement abondante. Bon. S'il est vrai que les livres n'ont pas été nombreux, les revues, si petites fussent-elles, ont fonctionné grâce à Losfeld. Les revues, n'est-ce pas, ça a été essentiellement ce qui se présentait d'abord sous forme d'une simple feuille, genre affichette, qui s'appelait Médium, qui est devenue ensuite une vraie revue. Plus tard... Qui en était le directeur Médium devait avoir, au moment de sa transformation de feuille en revue, a dû avoir Schuster comme directeur. Plus tard, des années plus tard, Losfeld est revenu à la charge, alors là, parce qu'il voulait vraiment à nouveau nous éditer, et ça a été La Brèche, qui avait une direction purement collégiale. Gérard Legrand, pour évoquer toujours le climat des années 50, vous écrivez « Sartre avait décidé que nous n'existions pas » dans votre ouvrage. Et il faudrait peut-être signaler qu'il y eut aussi la protestation de Breton contre la lecture faite par Albert Camus des Chants de Maldoror de Lautréamont. Et on peut dire que entre le surréalisme d'André Breton et l'existentialisme, identifié au nom de Sartre et Camus, ça ne passe pas. Quand Breton revient, Camus est en train, lui, de devenir le rédacteur en chef ou le directeur de combat, et Breton apprécie hautement certains de ses éditoriaux, nous en fait presque, autant que je me souvienne, l'éloge. Et puis, brusquement, Camus publie L'Homme révolté, qui est, en réalité, quel qu'en soit le bien fondé philosophique, une attaque en règle contre un certain nombre de valeurs auxquelles le surréalisme tenait. Ce qui n'empêchera pas Breton de dire par la suite qu'il a gardé son estime à Camus à cause justement de ce qu'il lisait de lui dans les revues de la France libre et de leur rencontre à New York. Bien. Le cas de Sartre est tout à fait différent. Sartre a
toujours soutenu qu'une idée pour lui était intéressante dans la mesure où elle lui résistait. Donc, de l'intérêt presque admiratif pour Breton, il ne peut passer qu'à l'opposition. Et on se trouve dans situation 1 ou 3, je ne sais plus déjà, devant cette espèce de condamnation analytico-historique du surréalisme, dont, même à distance et avec beaucoup de sérénité, je pense que c'est un modèle de mauvaise foi. Mais je dois dire que Sartre, sans le savoir, a été excusé plus tard par Breton, qui un jour m'a dit en riant « La mauvaise foi vaut la bonne ». Quand vous évoquez vous-même Breton exilé, vous dites dans une parenthèse, il ne rentrera jamais tout à fait. Quand vous l'avez connu, c'est un sentiment que... C'était flagrant. Philippe Solers. Si vous analysez ce qui s'est passé depuis la Deuxième Guerre mondiale, il est normal que Breton ne soit jamais rentré parce que c'est un monde absolument en cours de quoi, hein, de terreur et en même temps de dissolution violente. Peu de choses à voir avec ce qui a pu surgir de la boucherie de 14-18. C'est là que le surréalisme est né, indubitablement. Vous auriez dit il y a 20 ans, 25 ans, que des mouvements intégristes secouraient la planète. Tout le monde vous aurait rayonné. Que l'islam serait là, debout comme un seul homme, paraît-il, en train de montrer un livre vert, etc. etc. Donc, il s'est passé indubitablement autre chose que ce que la pensée la plus aiguë de l'illuminisme socialiste et progressiste envisageait, comme un mouvement d'auto-accouchement, parfois avec violence, de la liberté collective humaine. C'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire que Breton n'a pas mis l'accent là où il fallait. Enfin, on ne va pas suivre Breton. On va suivre personne, d'ailleurs. C'est prudent. Breton est allé aux États-Unis. Il a eu là une influence directe, très importante. Il a, dès avant la guerre, une vision beaucoup plus large de la carte géographique que l'Hexagone, ou même que l'Europe. Il a au Mexique. Mexique, voir toujours Léon, Trotsky. Prague. Quelle idée d'ailleurs pour Trotsky d'aller se réfugier au Mexique. Il aurait été mieux en sécurité dans les caves du Vatican, d'après moi. Qui est-ce qui... Vous savez, il faut voir où les gens vont. Qui faisait quoi? Mais si, qui faisait quoi entre Berlin, Paris, Vichy, Moscou, hein, voilà. Alors, il y avait New York. Breton est allé à New York. Ce qu'on lui reproche peut-être, c'est ça. D'être allé dans la capitale des vainqueurs. Parce que, tout à fait entre nous, la guerre a quand même été gagnée à partir de New York. Oui. Tout est relatif. Il fallait être à Londres quand on était militaire en 40, le 18 juin. 40. Et ça n'est pas incompatible avec l'humour noir, qui veut qu'un général catholique de tendance maurassienne ait sauvé l'honneur militaire français. J'aimais bien Bataille, qui me dit il était en désaccord avec Breton à propos de 14 juillet. C'est très anti-gaulliste, Breton. Très. Et Bataille me dit moi je sais pas, je trouve que pour un général catholique, il est pas, finalement, il est pas si mal. C'était au début des années 60, toujours. Les signataires, c'est-à-dire les 121, parce qu'après se sont ajoutés les ralliés de la 11e heure. Adamov, Antelme, Auclair, Georges Auclair, Jean Mabille, on ne peut pas lire tous les noms, mais... C'était une Jean-Louis Bory, drôle de brochette. Hubert Damisch, Bernard Dort, Jean Doisseau, surtout venant quelquefois de gens dont les positions politiques n'avaient jusqu'alors pas été particulièrement éclatantes. Oui, on voit, en fait... On peut dire que c'est un mot que je n'aime pas, une expression que je n'aime pas, mais on peut dire que c'est toute l'élite. Il y avait Marguerite Duras. Oui, Duras, oui. On a Marie Moscovici,
Maurice Nadeau, Georges Mounin, Hélène Parmelin, la liste est très longue, 121. Ah oui, puis, Simone Signoret, Jean-Claude Silberman, Claude Roy, André-Pierre de Mandiargue, Édouard Pignon, Bernard Pingot, J.B. Pontalis, effectivement, Denise René, galeriste, si on peut dire ça comme ça, Alain René, Jean-François Revel, Alain Robbe-Grillet, Christiane Rochefort. Pourriez-vous, José Pierre, me dire quelques mots de 14 juillet, qui se voulut, je crois, une réponse à la prise de pouvoir par le général de Gaulle, absolument. Et de la déclaration des 121? Oui. Alors, en effet, la création du 14 juillet, c'est une décision qui a été prise par deux de nos proches. L'un, Jean Juster, qui a joué un rôle très important, puisque on peut dire, c'était l'homme de confiance de Breton. C'était quand on avait entre le 1950 et sa mort, lorsqu'il y avait une nouvelle revue surréaliste, quand Breton n'était pas le directeur, c'était Jean Juster. C'est-à-dire que la confiance que Breton lui faisait. Et avec un de ses amis qui n'appartenait pas au groupe, Dionys Mascolo, tous deux ont pris l'initiative, aussitôt après le coup d'État du 18 mai, de fonder cette revue d'opposition le 14 juillet avec un petit groupe de sympathisants et beaucoup d'hostilité de la part du reste de la gauche française d'alors. Et ils ont mené une action très virulente, bien qu'il y a eu 3 ou 4 numéros seulement, et ils sont à l'origine, tous les deux, Mascolo et Juster, ils sont à l'origine, tous les deux, de la fameuse déclaration des 121, qui a été pratiquement rédigée par eux deux, avec le concours de Blanchot d'autre part et de Breton d'autre part. Et contrairement à ce qu'une certaine légende a colporté, Sartre n'y a pas ajouté un mot. Il s'est contenté de signer. Il s'agissait vraiment de se porter aux côtés de ceux qui étaient dans les Aurès et autres lieux de plaisir. Et cette déclaration extrêmement redoutable, puisqu'elle encourageait non seulement la désertion, mais l'insoumission pour tous les jeunes gens du contingent engagés contre les félagas, a eu un remous considérable à travers le monde entier, comme vous savez, et a entraîné certaines difficultés pour quelques-uns de ses signataires. Ça a beaucoup dérangé. Sauf que De Gaulle a dit, on ne va quand même pas mettre nos intellectuels en prison parce qu'ils manifestent ce qu'ils pensent. Ouais. Les sous-signés, considérant que chacun doit se prononcer sur des actes qu'il est désormais impossible de présenter comme des faits divers de l'aventure individuelle, considérant qu'eux-mêmes, à leur place et selon leurs moyens, ont le devoir d'intervenir, non pas pour donner des conseils aux hommes qui ont à se décider personnellement face à des problèmes aussi graves, mais pour demander à ceux qui les jugent de ne pas se laisser prendre à l'équivoque des mots et des valeurs, déclare « Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons justifié la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. La cause du peuple algérien qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial est la cause de tous les hommes libres. » C'est pas mal. Justement,
Je vois la date 1er septembre 1960, José Pierre. Et cet appel a-t-il été relayé à l'époque par la presse? Oui, il y a eu le sort fait à cette déclaration a été inespéré, parce que non seulement la presse française, avec les sentiments que vous pouvez imaginer selon la coloration des journaux, mais la presse internationale s'est jetée là-dessus. Ça a été connu absolument dans le monde entier en très peu de temps. Non, moi je dois dire, bon, vous allez dire que je prêche pour mon saint, mais que c'est le couronnement de l'attitude anticolonialiste qui a toujours été celle des surréalistes. Ça a commencé en 1925 contre la guerre du Rif, et quand les surréalistes se sont regroupés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à Paris, le premier tract qui est regroupé autour de Breton et de quelques anciens, un certain nombre de jeunes gens, s'appelait « Liberté est un nom vietnamien », 1947. Donc 1925, la guerre du Rif, 1947, Liberté est un nom vietnamien, et 1960, la Déclaration des 121, c'est la continuité la plus parfaite d'une attitude constante, qui aussi s'était manifestée lors de l'exposition coloniale de 1930, par une opposition systématique. Voilà. Je me revois encore, à l'âge de 18 ou de 19 ans, allant à la bibliothèque de l'Arsenal tous les jours. La bibliothèque est en cours de démantèlement aujourd'hui, pour y lire avec passion les numéros de la Révolution surréaliste et le dépôt qui se trouvait là, dans l'intention de comprendre mieux comment on pourrait subvertir une époque misérable qui était celle que nous vivions donc juste avant le début des années 60. Philippe Solers. J'ai eu à ce moment-là, avec Breton, un certain nombre d'échanges. D'abord, je lui ai écrit, il m'a répondu fort gentiment. J'ai de lui quelques lettres où il se plaint de son signe zodiacal, qui faisait qu'il ne pouvait pas répondre aux questions pressantes que nous lui posions, parce que nous étions en train de fonder justement tel quel à ce moment-là. Je suis allé le voir rue Fontaine, impression tout à fait souveraine, et pour moi c'était très émouvant d'aller évidemment rencontrer André Breton, et je voudrais simplement évoquer cette présence physique. La rencontre la plus étonnante, trans-surréaliste en quelque sorte, s'est produite un jour au café du Pré au Clair, pas loin du bureau où nous faisions tel quel. Ce jour-là, nous étions avec Georges Bataille, dont nous avons publié les conférences sur le non-savoir. Il va bientôt mourir. Nous sommes avec lui au café et Selon quelle date alors? André Breton, nous sommes en 61. 60-61. Et André Breton rentre. Il y avait donc une chance sur, dites le chiffre que vous voulez, en millions ou en milliards, pour que soient réunis brusquement dans une salle de café parfaitement banale, André Breton et Georges Bataille. Breton qui, je crois, était rentré à la suite d'une jeune femme qu'il devait suivre, du moins c'est ce qu'il m'a dit. À ce moment-là, je me suis levé pour aller le saluer, et il avait l'air préoccupé. Ce qui le préoccupait, c'était qui va parler à la jeunesse. Aujourd'hui, le thème de la jeunesse était très présent dans son discours.
Et puis il s'est levé pour partir, et là, il a serré la main de Bataille, et ils sont convenus de se voir, ce qui ne devait pas arriver très souvent. Nous avions l'impression, indubitablement, à ce moment-là, du moins moi, de vivre un de ces événements destinaux, qui était tout à fait significatif. Et vous-même, vous aviez quel âge alors, Philippe Savary? J'avais 24, 25 ans. Le surréalisme a commencé par être un nom qu'un certain nombre de jeunes gens qui étions des amis et qui avions des vues communes sur beaucoup de choses avons accepté même de l'extérieur, jusqu'à ce que nous lui donnions un autre contenu. Louis Aragon. En réalité, les surréalistes ne méprisaient pas la réalité. On a le tort de les considérer en fonction d'une seule de leurs activités expérimentales, que nous appelions, plus ou moins heureusement, l'écriture automatique. Mais c'était pour nous d'abord un procédé qui avait une valeur d'exploration, et d'exploration en nous des reflets de la réalité même, des reflets de la réalité dans le poète, de contrôle de domaines mal définis, comme des sortes de grandes chasses intérieures. Oui, dites oui, puis il me semble que tout le problème de l'écriture automatique s'est posé pour Breton de façon inéluctable à l'époque, au début du XXe siècle, dès le premier manifeste du surréalisme, en 1924, s'est posé dans la perspective d'une libération du psychisme, ramenée par une transition plus ou moins fondée à la pensée. En 1924, il est certain que le retard français sur les grands événements de pensée, par exemple Freud, par exemple, 3 ans plus tard, le livre capital du XXe siècle, qui est Être et temps de Heidegger, le retard français est très grand du fait que un certain nombre d'expériences fondamentales n'ont pas encore été intégrées. Je voudrais ici vous rappeler ce que dit Breton en 1962, dans une interview recueillie dans Perspective cavalière, où il dit que Rimbaud, seulement vers 1918, Lautréamont, leur apparaissent, ses compagnons et lui, comme étant décisifs. Il ne faut pas oublier, dit-il, que l'accès à ces 2 œuvres était alors bien moins facile qu'aujourd'hui. Je lis ça parce que ça vaut pour aujourd'hui, en 1996. Il ne faut pas oublier que l'accès de ces 2 œuvres était alors bien moins facile qu'aujourd'hui. À cette époque, les manuels scolaires, qui célébraient le comte de Lille, Sully Prudhomme, taxaient Baudelaire de mauvais goût et s'excusaient presque de lui consacrer quelques lignes. Rimbaud était tout juste mentionné. Une véritable révolution s'est opérée à cet égard et le surréalisme y a pris une part prépondérante. À mes yeux, ce serait déjà là un titre suffisant à sa gloire. Bon, transposons-nous de 1918 à 1996 et disons, à notre époque, les commémorations de Rimbaud, moins de Lautréamont, vous remarquerez, ou de Baudelaire, ou de Van Gogh, ou de n'importe qui, sont monnaie courante, mais si nous adressions, et l'expérience d'ailleurs a été faite, les illuminations aux éditeurs, elles seraient refusées. L'expérience a été faite, elle a été concluante. Autrement dit, rien de ce qui est essentiel pour l'aventure de Breton, l'aventure du surréalisme, tout ce qui s'est joué révolutionnairement autour de cette affaire n'est vraiment lu. Et quant à Breton lui-même, je crois que le moment est venu de le faire réentendre, tout simplement. Il n'y a pas à sortir de là
à Paul Éluard. Liberté couleur d'homme, quelles bouches voleront en éclats, tuiles, sous la poussée de cette végétation monstrueuse. Le soleil chien couchant abandonne le perron d'un riche hôtel particulier. Lente poitrine bleue où bat le cœur du temps. Une jeune fille nue au bras d'un danseur beau et cuirassé comme Saint Georges, mais ceci est beaucoup plus tard, faibles Atlantes. Rivière d'étoiles qui entraîne les signes de ponctuation de mon poème et de ceux de mes amis. Il ne faut pas oublier que cette liberté et toi, je vous ai tiré à la courte paille. Si c'est elle que j'ai conquise, quel autre que vous arrive en glissant le long d'une corde de givre, cet explorateur aux prises avec les fourmis rouges de son propre sang. C'est jusqu'à la fin le même mois de l'année, perspective qui permet de juger si l'on a affaire à des armes ou non. 19. Un lieutenant d'artillerie s'attend dans une traînée de poudre. Aussi bien le premier venu, penché sur l'ovale du désir intérieur, dénombre ses buissons d'après le verre luisant, selon que vous étendrez la main pour faire l'arbre ou avant de faire l'amour. Comme chacun sait, dans l'autre monde qui n'existera pas, je te vois blanc et élégant, les cheveux des femmes ont l'odeur de la feuille d'acanthe, aux vitres superposées de la pensée, dans la terre de verre s'agitent les squelettes de verre. Tout le monde a entendu parler du radeau de la Méduse et peut à la rigueur concevoir un équivalent de ce radeau dans le ciel. Michel de Guy, est-ce que vous pourriez me tracer, m'offrir un portrait d'André Breton? Portrait sur le plan dans le sens au fond du souvenir qu'on a de la personne. Un portrait qui serait un portrait surréaliste, un portrait collage, un portrait montage. Il y aurait bien entendu le visage d'André Breton. J'ai aperçu André Breton une fois traversant la place du Palais Royal parmi les taxis et dans une attitude presque offensée par rapport au flux des voitures qui voulaient l'outrepasser ou le dépasser. Il s'arrêtait et je revois cette tête royale et penchée en arrière. Donc dans mon portrait, il y aurait par exemple cette physionomie-là. Et puis dans ce portrait, il y aurait des inscriptions, peut-être de titres qui me viennent maintenant, sphinx vertébral, revolver à cheveux blancs, je ne sais pas très bien, je n'aurais pas bâclé mon portrait trop, mais enfin il y aurait aussi des paroles du manifeste. Il y aurait aussi, il faudrait inventer une figure amoureuse, une figure de l'amour, puisqu'il ne faut pas oublier que, il ne s'agit d'ailleurs pas du tout d'oublier cela, puisque c'est l'un des aspects principaux, qui lui aussi relie Breton à toute la poésie occidentale, c'est-à-dire le poème comme poème d'amour, le poème comme articulation de la différence homme-femme, le poème comme saisissant des aspects de choses rapprochés au profit, si l'on veut, au bénéfice d'une grande chose à inventer dans une certaine figure. Il y aurait beaucoup de féminin dans cette évocation. Est-ce qu'il y aurait une comparution métaphorique? Oh, oui, bien sûr. Il faudrait même peut-être trouver une manière dans ce portrait de représenter, si je peux dire, ce qu'il dit lui-même de l'analogie. Parce que vous savez, au fond, par exemple dans les préfaces à Clair de Terre, je crois, il y a une certaine discussion d'André Breton avec la métaphore. Il semble la tenir à l'écart, mais c'est aussitôt pour en appeler à l'analogie. Alors, dans une analyse à la fois rhétorique et philosophique, on pourrait très bien faire valoir qu'après tout, l'analogie, c'est exactement la même chose que la métaphore. Hein. L'analogie est là. Je me rappelle ce passage où il raconte comment Bachot, à un disciple qui lui proposait une sorte de haïku où la libellule devenait piment parce qu'on lui retirait les ailes, comment Bachot avait renversé le haïku en disant un piment, ajoutez-lui des feuilles ou quelque chose de ça, une libellule. Et Breton commente en disant, voilà, il ne faut pas se tromper, il s'en prend aussi
à quelqu'un, je ne sais plus qui écrit, qui compare la guitare et le bidet. Et ça lui paraît horrible, c'est-à-dire qu'il remet les choses dans l'autre sens. Autrement dit, le mouvement ascendant, voilà ce que je cherchais, c'est son titre, le mouvement ascendant. Le mouvement ascendant, c'est-à-dire l'analogie. Signe ascendant. Signe ascendant, analogie, c'est-à-dire un logos, une parole qui va en montant, analogie. Donc la différence haut-bas, c'est-à-dire la différence métaphysique essentielle, est maintenue par Breton. Et je ferai rentrer la métaphore ou d'autres figures de rhétorique comme ça, isolables ou de tournure, dans le grand champ de l'analogie que le poème de Breton continue à faire retentir. L'union libre. Ma femme à la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier. Ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre. Ma femme à la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur. Aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche. À la langue d'ambre et de verre frotté. Ma femme à la langue d'hostie poignardée. À la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux. À la langue de pierre incroyable. Ma femme aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bords de nid d'hirondelle. Ma femme aux tempes d'ardoises de toits de serre et de buées aux vitres. Ma femme aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace. Ma femme aux poignets d'allumettes. Ma femme aux doigts de hasard et d'as de cœur, aux doigts de foin coupé. Ma femme aux aisselles de martre et de faine, de nuit de la Saint-Jean, de Troène et de nid de Scalar, aux bras d'écume de mer et d'écluse, et de mélange du blé et du moulin. Ma femme aux jambes de fusée, aux mouvements d'horlogerie et de désespoir. Ma femme aux mollets de moelle de sureau. Ma femme aux pieds d'initiales, aux pieds de trousseaux de clés, aux pieds de calfats qui boivent. Ma femme aux yeux de savane, ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison. Ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache, aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu.